voici tout de suite le sommaire toute image de cette nouvelle édition sur Monaco Info. Nous reviendrons sur le déplacement en Basse-Normandie du prince Albert II. Le prince souverain s'est notamment rendu sur les îles de Chausey et à Granville. 10 ans déjà, le Monte-Carlo Bay, dernier né de la Société des Bains de Mer, fête cette année son 10e anniversaire. Et alors que la saison estivale du Sporting n'a pas encore débuté, Jean-René Palacio, le directeur artistique, nous dévoilera l'affiche des concerts événements de l'automne prochain. Au Jardin Exotique, l'exposition des aquarelles de Fabrice Monassi sur le thème Monaco Contraste. Enfin, comme chaque jour depuis le début de la semaine, à l'issue de ce journal, le magazine spécial consacré au Festival international de télévision de Monte-Carlo, présenté par Sandrine Nègre et Fabien Bonilla. Nous débuterons cette édition du côté de la Basse-Normandie. Le prince souverain s'est rendu en début de semaine sur la terre de ses ancêtres. Une visite de 2 jours au cours de laquelle il a notamment pu découvrir Granville, les îles de Chausey et Amby. C'est un reportage d'Alexandra Pani et Olivier Bonello. Il y a 3 siècles, la destinée de Granville et de la principauté était scellée par un mariage princier. En effet, en 1715, la princesse Louise-Hippolyte de Monaco épouse Jacques de Matignon, comte de Torigny, baron de Amby et gouverneur de Granville et des îles Chausey. Un mariage qui permet aux Grimaldi de maintenir leur nom sur le trône grâce à l'engagement du marié d'abandonner son propre patronyme. 300 ans plus tard, c'est donc pour célébrer ce tricentenaire que le prince Albert II s'est rendu dans le département de la Manche, sur l'un des fiefs de ses aïeuls. Outre ce lien historique, la commune de Granville partage avec la principauté des similitudes géographiques. Plus de 1200 km les séparent, mais le Roc et la station balnéaire de la cité portuaire évoquaient à l'époque pour les visiteurs une forte similitude qui valut à Granville le surnom de la Monaco du Nord. Il était naturel pour nous de faire un courrier au prince Albert pour lui proposer un jumelage entre bien évidemment la principauté et la ville de Granville. Donc nous avons fait un courrier dans ce sens-là qui a été remis par Chris Lane, une photographe, lors d'un tournoi de tennis à Monaco. Et très gentiment et très rapidement, le palais nous a contactés pour nous dire qu'effectivement il n'y aurait pas de jumelage, mais qu'éventuellement on pouvait travailler ensemble, et notamment sur une exposition avec une thématique sur le tricentenaire des Matignon et des Grimaldi. Ces 2 jours de visite ont débuté par un accueil à la mairie de Granville. Dominique Baudry, accompagné du président du conseil départemental Philippe Bas, ont offert au souverain une réception à l'hôtel de ville, en présence du conseil municipal, d'élus et d'acteurs socio-économiques de la région. Après une visite de la caserne Bazeille située dans la Haute-Ville, la délégation a rejoint à pied la place Cambernon afin de dévoiler une plaque commémorative à poser sur la façade de l'hôtel des Matignon. Le souverain a pu rencontrer les Grandvillais et les remercier pour leur accueil lors de son discours. C'était une visite très belle, très émouvante aussi, comme toutes les visites dans les anciens lieux de mes ancêtres. Mais je crois qu'il y a eu un accueil, vous l'avez vu, extrêmement chaleureux et d'une grande sympathie. Et c'est vrai que c'est un lieu particulier, Granville, et ce port de pêche qui a une histoire très particulière et très liée à la mer. Et puis l'aspect même de la vieille ville de Granville rappelle, bien entendu, un petit peu le rocher de Monaco. Et donc cette Monaco du Nord était, comme elle a été nommée au XIXe siècle, je crois, un lien tout à fait particulier avec ma famille et avec Monaco. Le souverain a ensuite continué son parcours à pied à la rencontre des locaux et touristes venus spécialement pour l'occasion. Le prince Albert II n'a pas hésité à se prêter au jeu des autographes et des photos souvenirs avec la foule avant de gagner le musée d'art moderne Richard Anacréon où il a inauguré l'exposition 1715-2015 Granville Monaco rêver l'histoire. En fin d'après-midi, la délégation s'est rendue à Amby pour une visite de l'impressionnante abbaye en présence de Bernard Beck, le propriétaire des bâtiments conventuels. Amby était l'une des nombreuses possessions des Grimaldi-Matignon. Le souverain est attaché à se rendre dans les différents lieux liés historiquement à sa famille.
Le lien entre Monaco et Granville est double. Il est d'abord historique. Les Matignons, donc ancêtres du prince souverain, ont été gouverneurs de Granville pendant plus de 2 siècles, de la fin du XVIe siècle jusqu'à la Révolution française. Et puis, particularité de Granville, parce qu'il y a une similitude de lieux topographiques, un roc, un rocher, parce qu'aussi Granville et Monaco ont connu le même destin touristique de station balnéaire à la fin du XIXe siècle, eh bien on a baptisé Granville Monaco du Nord. Donc il y a presque une gémellité entre les deux villes et évidemment c'était un élément supplémentaire pour le prince souverain de se rendre évidemment à Granville cette année, année du tricentenaire du mariage entre les Matignons et les Gribaldi. Le mardi, la délégation monégasque s'est rendue sur les îles Chausey. C'est à bord du célèbre terre-neuvier le Marité qu'ils ont navigué jusqu'à la plus grande île de l'archipel. Le voilier a jeté l'ancre en fin de matinée. Le tour de Chausey était organisé et commenté par Stéphane Thévenin, conseiller municipal, et son frère Jean-Marie Thévenin, historien. Une visite de l'île qui conclut ce séjour sur les terres de ses ancêtres normands. Et de retour en principauté, le prince Albert II a reçu 3 nouveaux ambassadeurs au Palais Princier. C'est tout d'abord le nouvel ambassadeur d'Indonésie à Monaco qui a remis ses lettres de créance au prince souverain, suivi par l'ambassadeur d'Angola et enfin celui de Bosnie-Herzégovine. À la Maison de France, presque au même moment, avaient lieu les commémorations de l'appel du 18 juin, ce célèbre appel lancé par le général de Gaulle en 1940 depuis Londres pour encourager les résistants français à refuser la défaite et continuer à se battre. C'était il y a 10 ans, un nouvel hôtel sortait de terre dans le quartier du Larvoto à Monaco, un édifice imposant à l'architecture nouvelle en principauté. Le Monte Carlo Bay, le dernier né de la Société des Bains de Mer, célèbre déjà son 10e anniversaire. Reportage. Lorsqu'il voit le jour en 2005, le Monte Carlo Bay apparaît comme un nouvel outil d'attractivité et d'appui pour le développement du tourisme individuel, mais aussi d'affaires. Cet établissement hôtelier, le dernier né de la Société des Bains de Mer, devient non seulement un atout pour le groupe auquel il appartient, mais plus généralement pour Monaco, tant son offre est différente mais complémentaire de ce qui se faisait jusqu'alors. Le Monte Carlo Bay fête aujourd'hui ses 10 ans. Je crois qu'en 10 ans, avec l'équipe en place, nous avons fait un très bon parcours pour l'hôtel et aussi pour l'image de Monaco. Depuis le début, on a voulu créer quelque chose de différent pour justement créer un autre intérêt sur Monaco qu'il n'y avait plus. Donc un hôtel, un resort dans le resort, comme on dit dans notre langage, où le client vraiment trouve tout ce qu'il veut. Je crois qu'il nous manque juste la pharmacie, mais en principe, on a tout. C'est une clientèle. Il y a des fidèles, mais Monaco, par sa saisonnalité, change beaucoup. Donc on a une clientèle, pour nous c'est très compliqué parce que de novembre à mars, on a une clientèle de volume, ce qu'on appelle, une clientèle qui bouge ensemble. Et après on commence avec le tennis, le Grand Prix, le jumping, la fête de la musique, l'été, clientèle individuelle où ça demande une autre façon de travailler et de gérer. Donc c'est très compliqué pour le personnel. Car il faut qu'ils sachent faire comme un hélicoptère, descendre, monter tout le temps et pour nous ça crée de vrais challenges, mais c'est très intéressant. Le Monte Carlo Bay Hotel est un établissement spectaculaire implanté sur une presqu'île dans un cadre idyllique et les fins gourmets y ont trouvé un point d'ancrage. Il faut dire que pour cette année anniversaire, le Monte Carlo Bay ne pouvait rêver de plus beau cadeau que l'étoile décrochée par le chef Marcel Ravin. Fidèle à l'hôtel, il y officie depuis son ouverture. Je pense que ce qui est important quand on est quelque part, c'est de s'y sentir bien. Alors, c'est déjà 10 ans, mais c'est comme si c'était le premier jour. Je suis entouré d'une équipe formidable, je suis entouré de gens, mais quand je parle de l'équipe, que ce soit la cuisine, que ce soit l'ensemble du personnel dans cet hôtel, et puis bon, M. Mangini, qu'on connaît, et non, alors tout ça font des choses qui donnent envie de rester. Et le bonheur, je pense que quelquefois, il peut être très simple au lieu de vouloir courir sans cesse après quelque chose qu'on n'obtient pas forcément. Et
suis très heureux d'être ici. La principauté m'a adopté, j'adore l'environnement, j'adore Monaco et puis je me suis fait une clientèle aussi du cru qui me suit depuis le début et qui sont très heureux de savoir que je suis encore là et qui me souhaitent toujours d'y rester. Mais pourquoi pas. Le Monte-Carlo B en chiffres, c'est 334 chambres, dont 22 suites, 4 restaurants, 10 salons, un casino, un spa, 3 piscines. Et pour anticiper les célébrations officielles des 10 ans qui auront lieu à l'automne prochain, la fête de la musique, le dimanche 21 juin, donnera lieu déjà à de nombreuses animations, toutes ouvertes au public. À la Société des Bains de Mer, où l'on s'apprête à vivre un nouvel été très chargé, les premiers concerts du Summer Festival débuteront en juillet, mais d'ores et déjà, tous les regards sont tournés vers la rentrée. Jean-René Palacio, le directeur artistique de la SBM, a accepté de nous dévoiler en avant-première les noms des artistes qui se produiront à Monaco à partir de septembre. Pour ne pas laisser retomber la pression après une belle saison d'été, nous allons commencer notre saison automnale avant le festival de jazz, le Monte-Carlo Jazz Festival, donc ce sera la 10e édition au mois de novembre. Donc nous allons commencer par un premier concert. Je pense que ça fera plaisir à beaucoup de rockers locaux. À l'Opéra Garnier, donc, nous commencerons avec Steve Hackett, guitariste de Genesis. C'est quelqu'un qui est très attendu en principauté. Ensuite, on va aller vers la chanson française, puisqu'on est dans l'actualité. Même si c'est quelqu'un qui a une longue carrière, c'est Alain Chamfort qui nous présentera son nouvel album. Puis là, c'est toujours en mois de septembre, c'est ça. Et puis au mois d'octobre, eh bien, 2 concerts au mois d'octobre. Tout d'abord avec un jeune guitariste, je pense que là, on va faire plaisir à beaucoup de monde, Joe Satriani. Et on terminera avec le retour sur scène dans le cadre de la salle Garnier. Michel Jonas en quartet, c'est un grand plaisir d'avoir Michel Jonas à nouveau avec toutes ces belles chansons, avec Jean-Yves D'Angelo, Manu Katché, voilà. Ça c'est à Garnier. Et puis bien sûr, nous emprunterons l'avenue Princesse Grasse pour se rendre jusqu'à la salle des Étoiles pour 2 concerts assez exceptionnels. Tout d'abord le 11 novembre, je me souviens de la date là, avec le groupe allemand qui s'appelle Kraftwerk. Et le lendemain, on accueillera un groupe de hard rock qui était très connu dans les années 80 et que les moins de 20 ans n'ont sûrement pas connu, Motley Crue, donc avec les cheveux peroxydés, les guitares, voilà. Et ça c'est un événement aussi parce que Motley Crue terminera son Farewell Tour, sa tournée d'adieu, ici au Sporting, dans une version debout. Voilà. C'est une promenade poétique que nous propose Fabrice Monassi au Jardin exotique de Monaco. Il y expose une trentaine d'aquarelles ayant toutes pour thème la principauté. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Les mots se mêlent au dessin. Fabrice Monassi a choisi de donner au texte une part importante dans la structure graphique de ses créations. Des œuvres aux couleurs douces qui se révèlent très poétiques. Vous pouvez en découvrir actuellement une trentaine au Jardin exotique autour d'une seule et même thématique, Monaco Contraste. Contraste parce qu'il y a entre l'ancien et le moderne une sorte de dialogue qui s'est instauré de façon architecturale, j'allais dire. Pour les artistes, la principauté et son architecture sont une source d'inspiration presque sans fin, j'imagine. Eh bien, quand vous dites sans fin, tout à fait, parce qu'en travaillant, ça m'a donné encore plus d'idées et j'ai déjà des idées pour la prochaine exposition. En associant le Monaco actuel au Monaco ancien, Fabrice Monassi crée une forme de dialogue et de continuité entre présent et passé. Ses œuvres sont le fruit de longues balades dans les rues de la principauté. C'est de l'encre de Chine dessinée et ensuite colorée à l'aquarelle. Donc vous avez 2 aspects, un aspect très dessiné à la plume et à l'encre de Chine, un peu comme les écritures qui viennent d'ailleurs se mélanger au dessin. Et ensuite nous avons les couleurs de l'aquarelle qui rehaussent le tout. Vous pourrez partir à votre tour à la découverte de Monaco, vue par cet artiste figuratif, jusqu'au 11 août au Jardin exotique. Une halte rafraîchissante et apaisante en pleine période estivale. Vous le savez, depuis le début de la semaine, nous suivons la délégation monégasque engagée sur les tout premiers Jeux européens à Bakou.
Au-delà des sportifs portant les couleurs de la principauté, il y a un jeune gymnaste, Julien Gobo, qui est tout particulièrement attaché à Monaco. Julien est licencié à l'Étoile de Monaco, mais il dispute ses jeux pour le compte de la France. Émilie Rousseau et Serge Prémont l'ont rencontré. Il y a 2 ans, au Luxembourg, il avait fait une razzia aux Jeux des petits États d'Europe en remportant pas moins de 6 médailles pour la principauté, 4 d'or et 2 d'argent. Licencié depuis 10 ans à l'Étoile de Monaco, Julien Gobo est actuellement à Bakou. Pour lui, la compétition a déjà débuté avec les premières épreuves par équipe de gymnastique. Un format différent des autres compétitions car elles se déroulaient sur 2 jours, soit 3 agrès par jour. Le Français et ses coéquipiers Guillaume Augugliaro et Axel Augy ont matché lundi. Quelques erreurs se sont malheureusement glissées dans le parcours du tricolore. Mais Julien a réussi à se remobiliser pour le second jour de compétition, réalisant même son premier 14 à la barre fixe dans une compétition internationale. L'équipe de France termine à la 6e place. Faire ses premiers jeux, c'est quelque chose d'énorme, c'est une bonne expérience. Et puis ça permet de voir où on se situe à l'échelle internationale. Alors du coup, quel est le bilan pour toi? Aujourd'hui, je suis satisfait, hier beaucoup moins. Donc bon, je vais retravailler tout ça pour éviter de faire les mêmes erreurs et repartir sur une bonne lancée à la prochaine fois. Déterminé, Julien n'a qu'un seul objectif en tête actuellement, les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Pour mettre toutes les chances de son côté et se qualifier pour les JO, le Français s'est fait un programme de préparation afin de décrocher sa sélection dans l'équipe de France pour les championnats du monde de Glasgow en octobre prochain, compétition qualificative pour les Jeux. Je pense que tout athlète a ce rêve olympique, c'est sûr. J'essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir participer et gagner ma place dedans, même si je sais que ça va être dur, mais je mets toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et toute la prépa pour les championnats du monde, voilà, je vais essayer de faire une bonne prépa et de suivre le fil. Un Monégasque aurait dû prendre part aux Jeux européens. Ici à Bakou, il s'agit de Kevin Crovetto, lui aussi licencié à l'Étoile de Monaco. Malheureusement, le gymnaste souffre d'une rupture des ligaments croisés. C'est vraiment dommage, c'est un bon pote. J'aurais vraiment aimé partager ce moment avec lui. J'en passe beaucoup en France sur les compétitions et trop peu à l'étranger. Et on en parle souvent et c'est vrai que j'ai pas mal pensé à lui avec la délégation monégasque lors de la cérémonie d'ouverture. Donc voilà, je lui envoie un petit coucou. Salut Kevin. Si les Jeux européens sont terminés pour Julien, ses coéquipiers tricolores reprendront le chemin du National Gymnastic Arena pour le concours individuel en fin de semaine. Au chapitre sportif toujours et dans l'actualité en bref. La traditionnelle fête des sports organisée par la mairie sous le regard de grandes championnes, Paula Radcliffe et Pernilla Wiberg, les sportifs monégasques de tous âges ont été récompensés alors que s'achève une nouvelle saison. Tous les auteurs de belles performances individuelles ou collectives ont ainsi reçu une médaille saluant leur engagement et leur prouesse. Et puis cette année, c'est le 17 juillet qu'aura lieu le meeting d'athlétisme Herculis au Stade Louis II. Après l'annonce du retour de Renaud Lavillenie, les organisateurs viennent de confirmer la présence de quelques-unes des plus grandes stars françaises. Il y aura Pierre-Ambroise Bosse sur 800 mètres, Jimmy Vico sur 100 mètres, Benjamin Compaoré dans l'épreuve du triple saut, Cindy Billot sur 100 mètres haies, Mélina Robert Michon au disque ou encore Kevin Menaldo à la perche. Il est temps d'aller prendre connaissance des cartes météo pour les prochains jours. Ce vendredi, belle journée, nuages insignifiants, peu de vent, temps modérément chaud. Samedi, maintien d'un temps sec et beau estival, rares nuages, légère brise de mer. Dimanche, un temps calme, bien ensoleillé. Les températures seront stationnaires, supérieures aux normales saisonnières. Et puis lundi, temps calme, lourd, soleil moins franc que les jours précédents, sans dégradation toutefois du temps. À suivre dans un court instant sur Monaco Info, un nouveau numéro de notre émission spéciale consacrée au Festival international de télévision de Monte-Carlo. Une émission préparée et présentée par le duo de choc Sandrine Nègre et Fabien Bonilla.